Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Vous êtes nombreux, je n'avais pas prévu ça. Prenez en considération que c'est la première conférence que je fais de ma vie. Oui, j'ai les poils de la barbe blanc, mais c'est la première vraie conférence que je fais à un événement comme l'Agile Tour. Donc, bear with me, ok. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit retour d'expérience. Et ce retour d'expérience-là, je vais vous le faire via, en fait, je vais utiliser une allégorie, en fait. Je vais utiliser la fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Alors, je ne l'ai pas réappris par cœur. La dernière fois que je l'ai apprise par cœur, j'avais 8 ans. Donc, je ne vais pas vous la raconter. Et puis, je me suis dit que ça serait plus intéressant d'avoir un format qui est plus adapté à ce genre de conférence, à ce genre de présentation. Donc, en fait, vous connaissez le chêne et le roseau, la fable, ou pas, vous inquiétez pas, on va voir ça. Il y aura un examen à la fin, donc prenez des notes. Vous connaissez Chêne et roseau, la toune des cow-boys fringants. Moi, j'ai appris que ça existait quand j'ai fait des recherches. Ou pas, c'est correct. On va la chanter tous ensemble à la fin. Vous connaissez La Chêne et le roseau, le film, ou pas. C'est un film français, je vous le conseille pas. Donc, soyez prêts pour Le Chêne et le roseau, le point de forme. Donc, je vous l'ai préparé en point de forme. Donc, en fait, dans une forêt, il y a un chêne et un roseau qui conversent, proche de l'eau, là, proche d'un petit lac. Et puis le chêne se moque du roseau parce que le roseau, en fait, il est très fragile, il a l'air très fragile. Et au moindre vent, au moindre contrainte, le roseau plie. Alors que le chêne, lui, il est grand, il est beau, il est fort, il bouge pas, il est magnifique. Et puis, en fait, le roseau, lui, il accueille la moquerie un petit peu avec bienveillance en disant que la souplesse, ce n'est pas forcément de la fragilité. Puis le chêne, bien sûr, ne l'écoute pas, il en rit et il se désole de ne pas pouvoir le protéger. Arrive une tempête, la tempête du siècle. Premier coup de vent, le roseau plie. Le chêne lutte, les vents grandissent. Et en fait, à la fin de la tempête, on retrouve le chêne déraciné. Et lorsque le vent s'arrête, le roseau relève la tête et n'a subi aucun dommage. Donc c'est quoi une fable exactement là ? En fait, une fable, c'est une allégorie. C'est un support utilisé pour transmettre une leçon de vie. Vous l'avez compris ici, que parfois la leçon qu'il y a à retenir ici, c'est que en fait, des fois, il est préférable d'être souple plutôt que d'être fort. Et puis, je vais utiliser cette allégorie-là, justement. Je vais illustrer, en fait, cette leçon de vie-là par un retour d'expérience que je voudrais vous faire, qui m'est arrivé il y a quelques temps de ça, dans le cadre de mes fonctions à Beneva. Alors, c'est qui le gars, là, qui est debout, qui vous parle ? En fait, moi, je m'appelle Frédéric Capasso, je suis conseiller en agilité. Je travaille à Beneva, au Centre d'excellence agilité. J'ai commencé ma carrière il y a fort longtemps. Et j'ai eu une première carrière dans le développement informatique. J'ai été développeur, architecte, je me suis occupé d'équipes, j'ai fait de la charge de projet. Enfin. En France, on fait un peu tout. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis, en fait, entre-temps, je suis arrivé au Canada en 2017. Vous avez peut-être compris que je n'étais pas du coin à cause de l'accent. Donc je suis arrivé en 2017 et assez rapidement, en fait, dans mes nouvelles fonctions de conseiller en développement informatique, en fait, j'ai découvert l'agilité, que je ne connaissais pas du tout. Puis moi, j'ai eu une catharsis. C'est que je me suis rendu compte, quand j'ai eu ma formation, mon formateur est quelque part dans la salle, théoriquement, quand j'ai eu ma première formation à l'agilité, en fait, j'ai revécu tous les mauvais événements que j'ai eus dans ma vie professionnelle quand j'ai géré des projets, quand j'ai dû faire des développements, surtout de manière isolée et autonome, et où je m'étais dit, si jamais j'avais eu l'agilité à ce moment-là, ça ne se serait pas si mal passé.
Donc je suis tombé amoureux de l'agilité. J'ai un problème avec ma femme à cause de ça, mais bon, c'est bon. Elle est dans la salle, là, on travaille le truc. Donc vers 2020, j'ai décidé de changer de carrière et de devenir agiliste à temps complet. Et donc c'est Beneva qui m'a donné ma chance, en tant que Scrum Master d'abord. Puis après, j'ai passé les certifications PSME. Et après, je me suis très intéressé à l'agilité à l'échelle, l'agilité organisationnelle. J'ai passé les certifications SAFe et je suis devenu SPC en 2022. 2023. Et puis j'ai commencé en fait assez rapidement à démarrer des trains en fait, tout simplement, à participer à la transformation vers l'agilité organisationnelle de ma compagnie. Donc ma compagnie c'est Beneva. Et Beneva en fait c'est une société d'assurance qui est issue d'une fusion de deux sociétés que vous devez bien connaître parce que ça fait un bout qu'elles existent. Donc la capitale est SSQ. Beneva est ancré dans dans la culture mutualiste en fait. Beneva c'est 25,1 millions de dollars d'actifs gérés. C'est 5000 employés, c'est les fameux gens qui protègent les gens, vous l'avez entendu suffisamment je pense. Et puis, c'est 3,5 millions de clients et de membres, en fait, qui sont gérés au sein de l'entreprise. Voilà, donc l'objectif, je vous l'ai dit tantôt, c'est je vais vous présenter, en fait, une situation relativement inhabituelle dans l'implantation de l'agilité. Je me suis déjà volé la punch, mais parce que, à cause du titre. Mais vous verrez, je vais essayer de vous mettre ça en scène, tout ça, ça va être sympa. En fait, et puis je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment la gouvernance a pris ça en considération, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et puis, on prendra un petit moment là pour parler d'une théorie dont on n'entend peut-être pas beaucoup parler, en tout cas moi j'en avais pas entendu beaucoup parler jusqu'à ce que cette situation m'arrive, qui est le dynamic reteaming. En fait, je suis désolé pour les francophones de la dernière heure, j'ai pas trouvé de traduction valable pour ça, donc j'ai gardé le terme original. Et puis après, on fera en conclurant, en fait, en regardant un peu ce qui s'est passé au niveau du train une fois que toutes ces résolutions-là, toutes ces expérimentations-là se sont passées. Donc un petit peu de contexte. Je vous l'ai dit tantôt, Beneva, c'est la fusion de SSQ et de la capitale. C'est deux sociétés qui étaient quand même relativement énormes et qui ont un certain vécu, on s'entend. Donc, en fait, chacune de ces sociétés avaient leur propre infrastructure, leur propre écosystème technologique. Là, on va parler surtout de technologie. De leur propre écosystème technologique. Et quand les deux sociétés ont décidé de fusionner, il a fallu fusionner ces deux écosystèmes-là. Donc il y a une grande campagne qui s'est mise en place, un grand événement qu'on a appelé l'intégration en fait, qui était justement, qui avait pour but justement de fusionner ces deux infrastructures-là, ces deux écosystèmes-là, pour en faire un seul, sans briser ce qui existait côté SSQ et sans briser ce qui était côté capital, parce qu'on a des clients, on leur vend des produits, ces produits-là, jusqu'à l'heure de la fusion, avaient besoin de continuer à vivre, donc ça a été quand même relativement un challenge, ça a été un gros projet, entre guillemets, là, une grande campagne. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir faire cette transition-là, pour pouvoir faire cette intégration-là, on a créé des trains. Mais ces trains-là, ce n'étaient pas des trains juste vite pour savoir comme ça, qui n'est pas à l'aise avec les concepts de base de SAFe. Quelques-uns, ok. Ok, donc vous savez ce que c'est, qui ne sait pas ce que c'est un train de livraison? Ok.
Donc, rapidement, en fait, un train de livraison, c'est une équipe d'équipes qui est généralement rassemblée sous une seule mission, là, de manière générale. Et donc, cette équipe d'équipes-là, elle est encadrée, en fait, par une autre équipe, en fait, une équipe spécifique, qui est, qu'on appelle, nous, à Beneva, qu'on appelle l'équipe de gouvernance, donc qui est constituée d'un conducteur de train, RTE, de gestionnaires de produits, d'une équipe de gestion de produits qui regarde la partie stratégique, un peu le lien avec le client, etc. Puis on a des architectes aussi, des architectes système, des architectes d'affaires qui font partie de l'équipe. Et puis à Beneva, on a une spécificité par rapport à Safe, c'est qu'on a un rôle supplémentaire en fait, qui est le rôle de directeur de train de livraison. Vous verrez pourquoi c'est important par la suite. Et en fait, le rôle du directeur de train de livraison, c'est simplement un directeur qui fait la connexion en fait, avec la partie hiérarchique de la société et qui s'occupe aussi de tout ce qui est capacité, évolution des employés, bien-être, etc. avec le RTE. Ok, donc on a lancé des trains pour pouvoir faire cette intégration-là. Et ces trains-là n'étaient pas forcément alignés sur un flux de valeur au départ. Donc ils n'étaient pas orientés client, ils étaient vraiment orientés intégration. Et puis, ça s'est bien passé, on a fini l'intégration. Et puis, ces trains-là, en fait, ils ont été réalignés cette fois-ci sur des chaînes de valeur qui sont orientées, qui étaient orientées client. Donc, des trains se sont reformés, des trains ont été rebootés, des gouvernances ont été reformées. Puis j'ai travaillé justement à la reformation en fait, d'un de ces trains-là autour d'un flux de valeur client cette fois-ci, avec un RTE qui était débutant, avec une RTE qui était débutante, avec une directrice de train de livraison dont c'était la première expérience dans le train. Puis quand on a redémarré le train, là, on a fait un plan de démarrage de train. J'étais SPC là-dedans. C'était pratiquement ma première expérience là-dedans. Et puis on a créé un plan de livraison. Et la première étape, c'était de faire un kick-off avec cette gouvernance-là pour leur expliquer c'était quoi leur responsabilité, comment le train était orienté, c'était quoi, ça voulait dire quoi un train orienté client, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et puis là, dans le plan, on présente le plan, et dans le plan, on dit, on va former des équipes, puis on va faire un grand kick-off avec tous les membres du train, on va faire des activités ludiques, on va leur faire monter des équipes, j'avais déjà prévu les activités, leur faire des armoiries, etc. Et la directrice de livraison me lève la main et dit, non, ça ne va pas être possible ça. Ah, pourquoi ça ne va pas être possible? En fait, pendant l'intégration, ce train-là, à la fin de l'intégration, ils ont fait une grande rétrospective, une sorte de grand post-mortem. Et la seule action qui est sortie de cette rétrospective-là, enfin la plus importante en tout cas, c'était qu'à partir de maintenant, ils refusaient de créer des équipes. Ils refusaient de créer des équipes fixes. C'est-à-dire qu'ils étaient libres d'aller travailler sur les choses, uniquement sur les choses qui les intéressaient. Et il fallait qu'on les considère comme un pool fluide à qui on donnait du travail. Et puis, il fallait... on n'aurait pas d'équipe fixe ou d'équipe stable. Imaginez le SPC qui a sa première expérience de démarrage de train, qui a mis un plan en place, qui a passé 2 jours à créer des activités pour faire des armoiries, des trucs. J'avais trouvé des logiciels pour pouvoir créer des armoiries, tout ça. Et puis, on apprend qu'il n'y aurait pas d'équipe. OK. Donc, la première réaction de la gouvernance à ça, elle a été un petit peu défensive. Dire, oui, mais je vous ai mis un peu des éléments là, sur le visuel. Le premier, là, en bas à gauche, pour être j'ai perdu le mot, je suis désolé.
En tout cas, pour pouvoir prévoir le travail, il faut être stable. Il nous faut des équipes stables. Sinon, prédictif, je l'ai retrouvé. Pour être prédictif, il faut être stable. Donc c'est super important. On a aussi, je vous ai mis Tuckman en haut, le cycle de Tuckman, où on va essayer là-dedans, le forming, storming, donc on se forme, après il y a une période un peu de tempête, et puis après il y a une phase de normalisation, et puis après il y a une phase où l'équipe va devenir performante, et là on va essayer de faire en sorte qu'elle reste performante le plus longtemps possible, en essayant de la rendre la plus stable possible. J'ai mon monde qui est en train de s'écrouler là. Pareil, pour le train, de manière safe, ce que nous dit Safe là, de manière générale, c'est qu'on va briser les silos en créant des équipes multidisciplinaires pour pouvoir s'assurer de baisser les dépendances et de s'assurer que les gens qui travaillent ensemble sur la même mission communiquent ensemble. Puis là, il n'y a pas d'équipe. Ils sont tous là, mais ils font ce qu'ils veulent. Et puis, pour prendre des métriques, là, ça c'est les métriques, c'est le petit schéma des différentes métriques de Safe. Pour pouvoir prendre des métriques, ben, il nous faut des équipes. Parce que si chaque fois qu'on va mesurer un groupe qui est en train de travailler ensemble et que dans ce groupe-là, il n'y a pas les mêmes personnes, elle ne va pas dire grand-chose, la métrique, là. Il n'y a pas d'historique, on ne peut rien faire. Donc je suis allé voir le conseiller en agilité qui a mené cette grande rétrospective-là, qui fait une conférence d'ailleurs aujourd'hui. C'est Dave Jacques, là, je vous invite à aller le voir. Et puis je suis allé le voir, je lui ai dit quand même, pour en arriver à un extrême comme ça, là, ben, j'avais besoin de comprendre. Donc je suis allé le voir, on a discuté. Et puis, ben, il m'a expliqué en fait ce qui s'était passé en termes. Lui, à l'époque, il était conseiller il était coach de secteur. C'est-à-dire que pour tout ce secteur-là, en fait, il faisait de l'accompagnement agile. Donc, il avait vu ce train-là évoluer. Et il m'a expliqué en fait que la fusion des systèmes a duré 2 ans. Et que dans cette fusion-là, après mon analyse, j'ai appelé ça un excès d'optimisation. C'est-à-dire que toutes les personnes ont été prises parce qu'elles étaient spécialisées dans quelque chose. Elles étaient bonnes dans quelque chose en particulier. Et on les a laissées planter là pendant 2 ans. C'est-à-dire que les gens qui étaient bons en actuariat, ils n'ont fait que de l'actuariat pendant 2 ans. Les gens qui étaient bons en interface, ils ont fait que des interfaces pendant 2 ans. Donc ils ont été tannés un peu à la fin. Donc ces assignations fixes, j'espère que vous le voyez, j'ai peut-être mal choisi mes couleurs là. Mais en fait, ça a été mal vécu, ça, par les membres du train. Ça a été super mal vécu. Donc, ben, je suis revenu avec cette information-là au niveau de la gouvernance, et puis il a été pris comme décision de dire « Ok, on n'irait pas contre cette décision-là. On ne sait pas comment on va faire, mais il est important de respecter la décision qui a été prise par ces membres d'équipe-là. » Là, on a commencé à se poser des questions. Comment on va faire? Donc on a commencé par lister les enjeux. Le premier enjeu, puis peut-être le plus important à résoudre, surtout pour un gestionnaire de produits qui doit faire de la planification, qui doit créer une feuille de route et dire ben, voilà, la vision c'est ça, on va exécuter la vision, on va essayer d'atteindre la vision de nos dirigeants et puis de fournir des services à nos clients. Ben, ça va être l'engagement. Pendant un PI, là, si on ne sait déjà pas sur quoi ils vont travailler demain, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils vont s'engager sur 3 mois? Puis, comme les gens, on a 2 problèmes avec le fait que les gens vont là où ils s'intéressent. Le premier, c'est qu'on risque d'avoir des déséquilibres dans les équipes. On peut se retrouver avec des équipes de 12 à côté d'équipes de 3, parce que les gens ne sont pas forcément intéressés par les mêmes choses. Et puis on avait peur aussi du cherry picking, en disant ben, il y a une fonctionnalité qui est avec des nouvelles technologies qui sont super intéressantes, on va intégrer de l'intelligence artificielle, ce genre de choses, tout le monde est intéressé par ça, sauf que ça, c'est pas ce qui rend le plus de valeur au client.
Nous, on a défini, la gestion de produits a défini qu'il y avait des choses plus importantes à faire, d'abord. Mais il n'y a personne qui veut travailler là-dessus. Donc, c'est plus la priorité qui compte, c'est l'intérêt. Il y avait comment on place nos product owners et comment on place nos facilitateurs agiles, nos Scrum Masters, nos Kanban Masters. Comment on les place dans les équipes s'il n'y a pas d'équipe. Comment on place les PO s'il n'y a pas d'équipe. C'est difficile. On avait aussi un problème au niveau de la prévisibilité des équipes. Hein, c'est lié avec les engagements. Il n'y a pas d'équipe. Donc on va avoir du mal à savoir est-ce qu'ils vont tenir leurs engagements ou qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. On n'a pas de vélocité, on n'a pas ce genre de choses. La prévisibilité devient un problème. La préparation des PI planning de manière générale aussi devenait plus compliquée. Parce qu'on n'a pas d'équipe là, c'est toujours pareil. Vous savez, quand on fait un tableau de PI planning, il y a tous les tableaux d'équipe où le monde fait du découpage et puis il le place dans le temps. Et puis grâce à ça, on sait quand est-ce que certaines fonctionnalités vont être finies. Oui, mais il n'y a pas d'équipe. Et puis effectivement, ça je vous l'ai déjà dit, grosse problématique de planification, ne serait-ce qu'à moyen terme. On a déjà du mal à savoir où le monde va s'engager dans le prochain PI. Imaginez si on fait une planification essayer de faire une feuille de route sur 9 mois là-dessus. Bonne chance. Donc on a commencé à regarder, puis on s'est intéressé un petit peu à la théorie. Puis je suis tombé sur... En fait, je ne suis pas tombé par hasard, là. C'est le conseiller spécialiste SAFe qui travaillait avec moi qui m'a dit « Tiens, va voir ça, là. Va lire ça, ça va t'aider, ça va vous aider. » Merci, Eric. Et puis donc, je suis tombé sur... Bon, on va dire que je suis tombé dessus, ok ? C'est moi le héros, c'est moi qui fais la conférence, c'est moi le héros. Donc sur un livre de Heidi Elsand qui s'appelle Dynamic Reteaming, The Art and Wisdom of Changing Teams, où en fait elle dit que le changement c'est normal. Et puis qu'on passe trop de temps et trop de ressources à lutter contre le changement. Un changement dont on ne peut absolument rien faire. Pourquoi ? Parce que le changement, ça arrive tout le temps. On a des recrutements dans les équipes, là, de manière générale. On a des recrutements, on a des départs. On essaye de croître de manière générale. Donc, on a des grandes campagnes de recrutement où on va voir d'un coup, on va faire rentrer dans la société, on va faire rentrer 25 développeurs, 14 analystes. Tout ça, là, il faut le gérer. Il y a aussi des évolutions dans les services qu'on fournit à nos clients. Donc, il y a des flux de valeur qui changent. Il y a des flux de valeur qui deviennent trop gros, on les coupe en deux. On crée des nouveaux trains. Des fois, il y a des trains qui sont là parce qu'on a un très, très gros besoin au départ et puis qui réduisent au fur et à mesure. Parce que ce besoin-là, en fait, le service se stabilise, le service au client se stabilise. Donc, on a moins besoin de présence dans ces flux de valeur-là. Donc tout ça, là, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Donc on ne devrait pas lutter contre ça. Donc comment on fait pour... En fait, on devrait aller plus loin que pas lutter contre ça. On devrait en faire un outil. Ah, je pense qu'il y en a 2-3 avec les cheveux comme ça sur la tête. C'est correct. On va y aller doucement. Comment on en fait un outil du changement, alors que normalement c'est l'ennemi, le changement. Alors c'est rigolo, hein, parce qu'on est agiliste, on fait de la transition, et en fait, on parle de changement, mais la première chose, c'est oui le changement, mais il faut que ça aille sur le modèle que moi j'ai défini, puis après ça ne bouge plus. Donc on passe d'un état fixe à un état fixe, et puis juste on gère la transition. Non. La transition, ce n'est pas un état temporaire. À partir de maintenant, la transition, c'est un état permanent. On va changer tout le temps. Donc comment on peut changer tout le temps ? Là, je vous ai mis des exemples. Là, je vous invite à aller lire le bouquin qui est beaucoup plus complet que ce que je peux faire en 50 minutes.
Je vais déjà essayer de tenir dans 50 minutes et c'est un challenge, croyez-moi. Donc, on peut par exemple mettre des systèmes de mentoring, de travail en pair, par exemple. On peut, en fait, on peut normaliser la rotation des membres des équipes dans un train ou des équipes dans une tribu. On n'est pas obligé de coller à Safe là, mais quand on a une communauté avec plusieurs équipes, on peut essayer de mettre en place des choses pour faciliter l'échange culturel entre les équipes. On peut aussi, on a des méthodes, on va les voir juste après, on a des modèles en fait pour ventiler les nouvelles recrues dans les équipes existantes ou créer des nouvelles équipes. Quand on fait une subdivision dynamique d'une équipe, on va mettre en place des règles, toujours sur ces modèles-là qu'on va voir dans quelques secondes. Puis on peut mettre en place des principes de communauté de pratique, des principes de tribu, qui va permettre en fait d'élargir la communauté, tout simplement, et qui va rendre le changement beaucoup plus facile. Alors, comme je vous dis, là, c'est juste des petits exemples. Alors, ce qui est intéressant dans le livre d'Heidi, c'est ce schéma-là, en fait. Et puis, ce schéma-là est très... En fait, si vous le regardez, là, vous allez revoir un petit peu le cycle de Tuckman, en fait. Mais il est reformulé d'une manière un peu différente. Donc, en fait, les différentes phases dans lesquelles passe une équipe, en fait, on a d'abord une phase de formation, une phase de naissance, en fait, ça tourne comme ça. Une phase de naissance, puis une phase d'adolescence qui est un petit peu tumultueuse, là, où on se cherche, où chacun se cherche une place, etc. C'est un peu tumultueux, là, mais on a quand même la possibilité de structurer tout ça. Puis on a une phase de maturité. C'est là, généralement, où l'équipe va être à son pic de performance. Et puis, il va y avoir une disruption quelconque, un changement, quelqu'un qui part, quelqu'un qui arrive, un changement dans le flux de valeur auquel le train répond. Et en fait, on va repartir la boucle, parce que chaque changement, une équipe, c'est une culture. Okay ? Et la culture, elle est générée par les gens. Quand les gens changent, la culture change. Donc on retourne, c'est une disruption, et on retourne en fait à un état qui est proche de celui de la naissance. Donc là-dedans, il y a deux choses très très importantes. C'est les deux petits termes qu'il y a sur les côtés. On voit que c'est un 8 là, mais ce n'est pas un 8. Ça peut devenir 2 ronds. Puis quand on commence à tourner dans la phase naissance-adolescence, 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 parce qu'on ne gère pas nos disruptions, en fait, on tombe dans ce qu'on appelle le piège de pauvreté, où l'équipe n'est jamais performante. Elle est toujours en tumulte. On redéfinit tout, on change tout systématiquement, la culture n'est pas fixe, il y a des choses qui changent, et on n'arrive à rien avec cette équipe-là. Mais le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on essaye de faire en sorte d'être le plus stable possible et de ne pas accueillir le changement, essayer de s'assurer de retenir les disruptions au plus possible, on tombe dans ce qu'on appelle le piège de rigidité. Où là, par contre, l'équipe va accueillir le changement de moins en moins bien. Parce que n'importe quelle disruption va briser quelque chose qu'on ne veut pas voir briser. Et si on ne gère pas la renaissance de cette équipe-là, on va rester en fait là-dedans où en fait l'équipe évolue plus. C'est exactement ce qu'on veut éviter, hein, on s'entend. En agilité, si on fait des rétrospectives, c'est pour être pour pouvoir se reposer des questions systématiquement et puis devenir meilleur dans ce qu'on fait. Si à côté de ça, on apprend à ces équipes-là que le changement, c'est pas beau, ils vont pas comprendre à un moment donné. Voilà, donc on a des modèles de reteaming, en fait, de restructuration d'équipe. Comment on gère la disruption et comment on gère cette nouvelle naissance. Donc on a plusieurs modèles. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans.
je vous le répète, si vous êtes intéressé par ça, allez commander le livre de Heidi, il est vraiment très très bien, il est vraiment très complet autour de tout ça. Donc on a plusieurs modèles différents pour pouvoir gérer et accueillir ce changement-là. Le modèle le plus, on va dire, le plus facile à maîtriser, c'est le 1 par 1. C'est-à-dire qu'on ne va créer qu'un changement à la fois, donc on ne va rajouter qu'une seule personne à la fois dans l'équipe. Puis on va gérer en fait la modification de la culture itérativement, en fait, une personne à la fois. On peut avoir aussi un mode, puis ça c'est quelque chose que vous voyez quand même relativement souvent, c'est que les équipes deviennent trop grosses, puis on décide de les séparer. Ça aussi, ça vient avec son lot de règles, normalement. On ne se dit pas à partir de demain, toi tu es dans l'équipe A et puis toi tu es dans l'équipe B, merci, bonsoir. Il faut gérer ça, il faut gérer cette séparation-là. Puis on a le contraire aussi, c'est déjà plus rare, mais ça arrive. C'est-à-dire que deux équipes se concentrent, mais elles ont les mêmes intérêts technologiques, ou elles travaillent sur les mêmes solutions. Ben là, en fait, on va décider de fusionner les équipes, tant qu'on reste, bien sûr, dans les limites imparties de ce que nous donne l'agilité. On ne va pas faire une équipe de 15 ou une équipe de 19, là. Rassurez-moi, ne faites pas ça. Puis, on a un système aussi qui est un système d'échange. C'est-à-dire qu'on va prendre une personne d'un côté, on va prendre une personne de l'autre, et puis on va les autoriser à changer tous les deux d'équipe. On fait des échanges culturels. Où, ceux qui connaissent le soccer, là, on va faire des mercatos. On va autoriser les gens qui sont intéressés par de nouvelles choses d'aller voir les autres équipes pour voir du pays un petit peu, apprendre de nouvelles choses, voir des nouvelles cultures, regarder des nouvelles manières de faire pour pouvoir s'alimenter et nourrir son équipe de ça. Ça peut être temporaire, ça peut être permanent. Et puis on a en fonction, ça généralement c'est quand on a un besoin bien spécifique, où on va venir rassembler, mettons, on a une pratique qui est très étalée là, dans un train, mettons. Puis on a des gens qui sont spécialisés dans cette pratique-là. Et puis à un moment donné, ces gens-là, il faut qu'ils se retrouvent ensemble pour pouvoir travailler de manière homogène là, sur leur technologie ou sur leur système. Ben, on va mettre en place un modèle d'isolation, on va prendre ces gens-là et puis on va faire une équipe. Ça, généralement, ça arrive quand on a des modèles, des équipes de systèmes complexes, en fait, où on veut s'assurer qu'on n'ait pas de disparité dans la manière d'implémenter ces nouvelles technologies-là. Donc vous imaginez bien que nous, ce qu'on a choisi là-dedans, c'est de suivre les modèles qui étaient décrits, les règles qui étaient décrites dans le modèle d'échange. Parce que c'est ce qu'on allait vivre, mais pratiquement au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place autour de tout ça? Qu'est-ce que la gouvernance a mis en place autour de tout ça? Ben, dans un premier temps, en termes d'organisation, on s'est demandé comment on allait prendre en compte les fonctionnalités, comment on allait présenter ces fonctionnalités-là. Donc on part comme un PI planning standard, c'est-à-dire que ben, en fait, l'exploration est faite au niveau de la gouvernance du train sur ces fonctionnalités-là. Il y a une feuille de route d'intention qui est mise en place. Et puis, la gouvernance priorise ces fonctionnalités-là et les présente à, je ne vais pas appeler ça l'équipe, mais au groupe complet dans le train. Okay. Les PO choisissent quelles fonctionnalités ils vont suivre, et puis c'est eux qui vont aller faire la publicité en fait, de ces fonctionnalités-là auprès des membres du groupe de manière générale, parce que leur but, c'est d'avoir une équipe suffisamment grande pour pouvoir réaliser ces fonctionnalités-là. On a aussi un peu, je ne l'ai pas marqué ça, mais on a aussi un peu tweaké la taille des fonctionnalités. On s'est assuré que normalement une fonctionnalité, ça doit tenir dans un PI, donc ça doit tenir dans 3 mois avant le découpage. Là, on s'est assuré que c'était un petit peu plus petit que ça, pour s'assurer que, ben, en fait, on préférait que les groupes qui allaient se former travaillent sur plusieurs fonctionnalités qui allaient durer quelques itérations, plutôt que sur des choses qui étaient vraiment très très grosses, et que si jamais il y avait des disruptions, ben, ils n'auraient pas la possibilité de finaliser ça. Donc en fait, il y a un événement qui a été rajouté,
Les PO présentent les PO présentent les fonctionnalités sur lesquelles qui vont porter là. Et puis les équipes se forment autour des équipes, des groupes se forment. J'ai mis équipe, je sais, j'essaye de pas trop me servir du terme. Et on a là-dedans, on a souhaité mettre quelques contraintes. On leur a dit, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. On ne va pas contre votre décision. Par contre, là-dedans, nous, pour pouvoir nous assurer qu'on avance là, on va vous donner quelques contraintes. Puis on leur a demandé de nous valider les contraintes. On ne les a pas imposées. Donc la première, c'est que les équipes doivent être pluridisciplinaires. Elles doivent être autonomes. Parce que s'il n'y a que des développeurs dans une équipe et que des analystes dans l'autre, on risque d'avoir des petits problèmes justement pour faire passer les histoires d'une équipe à l'autre. Puis justement, on veut limiter les échanges et les dépendances entre les équipes. On voulait s'assurer que, comme en PI Planning, c'est l'équipe dans un train, là, standard, l'équipe tire sur les fonctionnalités et elle s'engage, elle fait son propre planning. Elle s'engage sur son propre planning. C'est-à-dire qu'on ne leur pousse rien. On négocie avec eux, mais on ne leur impose rien en termes de planification. Donc là, on leur a dit, vous faites votre plan, vous vous engagez, respectez votre engagement. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'engager à quelque chose, puis 15 jours, je te retrouve dans une autre équipe en train de faire autre chose. Ça ne marche pas. Donc on leur a dit d'essayer de stabiliser la structure de ces groupes-là, au moins pour un PI. Puis après, ils feraient ce qu'ils veulent. Ils feraient ce qu'ils veulent. Donc vous faites votre planification, vous vous engagez, respectez vos engagements. Et puis, quand vous formez vos équipes, quand vous allez autour des sujets qui vous intéressent, comme les PO avaient plusieurs fonctionnalités, on leur disait, n'allez pas travailler en premier sur les choses que vous préférez. Respectez la priorité qui a été donnée lorsqu'on a socialisé les fonctionnalités avec vous. On vous les a données en ordre de priorité. Travaillez dessus par ordre de priorité. C'est du bon sens, c'est du gros bon sens. Hein. On leur a proposé ça, ils ont été d'accord tout de suite, et ils étaient enthousiastes, là, déjà, qu'on leur dise, OK, on va respecter votre volonté, et on va travailler avec ça. On vous demande juste quelques petits ajustements. Puis ils étaient très contents avec ça. Et puis tout ce qu'on gère généralement, tout ce que le Scrum Master, le Kanban Master va gérer au niveau de l'équipe, les définitions de fini, les accords d'équipe, etc. En fait, on les a remontés au niveau du RTE. Et le RTE, il a défini ça au niveau du train, en disant, OK, on n'a pas d'équipe, mais il nous faut une culture commune quand même. Donc la culture commune, ce n'est pas une culture d'équipe, c'est une culture de train. Donc toutes les définitions de fini, elles étaient communes pour tout le monde. Toutes les définitions de prêt, elles étaient communes pour tout le monde. Les accords d'équipe, en fait c'était des accords de train finalement, c'est pareil. C'est que, en fait, en le montant au niveau du train, on l'a descendu au niveau individuel. Parce que ça ne concernait pas une équipe dans son ensemble, ça concernait tout un chacun. Au niveau des suivis et des mesures, pareil. On ne peut pas mesurer une équipe, parce qu'il n'y a pas d'équipe. On va mesurer le train. Vélocité, niveau train. Efficience, niveau train. Prédictibilité, niveau train. On ne peut pas garder d'historique. Donc on ne peut pas faire de projection là-dessus. On ne peut pas faire de projection sur quelque chose qui n'est pas stable. C'est quoi le premier truc, le plus petit truc qui est stable? C'est le train. Les mesures, on va les faire au niveau du train. La seule chose qu'on garde au niveau équipe, au niveau des groupes de réalisation, en fait, c'est le suivi des engagements. Parce que c'est eux qui se sont engagés, donc on va regarder où ils en sont par rapport au plan qu'ils ont défini pour eux-mêmes. Ça nous permet, le plus rapidement possible, de prendre des décisions au niveau de la gouvernance du train pour changer le plan qui a été défini au départ. Changer des priorités, découper un scope, découper une portée d'une fonctionnalité, essayer d'extraire des trucs qui sont moins importants que d'autres, essayer de reprioriser des choses pour s'assurer que en fait,
pour s'assurer qu'on arrive quand même à livrer, même si il y a des choses qui arrivent pendant le PI. Donc le suivi des bloquants, pareil, les dépendances entre les équipes, les suivis des bloquants, ça c'était géré au niveau des équipes, mais c'est la seule chose qu'on gérait au niveau des équipes. En termes de mesures, ben, la vélocité moyenne est calculée, la vélocité est calculée au niveau du train, et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cette mesure-là uniquement en fait comme règle du pouce pour les PI planning. Donc, on prend la vélocité du train, on le divise par le nombre de membres, on dit chaque personne fait tant de points par semaine ou par jour. Là, en l'occurrence, c'était par jour. On a divisé par le nombre de personnes, par le nombre de jours. On a dit ben, chaque personne vaut 2 points de vélocité par jour. Ça permettait de calculer très dynamiquement la capacité au niveau des PI planning. Combien on est? Ok, on est 15, ça fait à peu près 30 points. Donc ils avaient la possibilité de de faire leur plan sans se surengager, parce que le but c'était ça justement, que les groupes qui se formaient ne se surengageaient pas, et pour pouvoir respecter leur engagement sans être obligés de se mettre la pression. Okay, et donc elle n'était pas utilisée par mesure historique ou ce genre de choses, parce que là dans le contexte, ben, elle ne servait pas à grand chose d'autre. Donc c'était vraiment une règle du pouce, c'était vraiment indicatif, et ça ne servait pas à faire du suivi, de dire ben, vous en êtes à pour cette itération-là, vous en êtes à 12 points de réalisés, vous avez un retard de temps. Non, là c'est juste pour le PI planning, pour que les équipes aient la possibilité de planifier leur travail sur les 3 prochains mois. Au niveau accueil et changement, accueil des nouveaux, puis changement dans les groupes, en fait, changement dans les équipes, ben en fait, on a mis des règles de base d'onboarding et de transfert de connaissances. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est un système de parrainage. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui se retrouvait dans un groupe qui n'avait pas l'habitude d'être là, que ce soit un nouveau ou quelqu'un qui venait de notre groupe, ben en fait, on avait mis en place un système de parrainage. C'est qu'une personne prenait cette personne-là à charge, s'assurait de manière volontaire, hein, on n'imposait rien à personne. Et puis on disait, bon, ben, à partir de maintenant, le parrain s'occupe de la montée en compétence du parrainé. Okay, d'abord, il s'assurait qu'il avait tous ses accès, il s'assurait qu'il avait tous les logiciels nécessaires pour pouvoir travailler sur les solutions. Et puis, il l'aidait à configurer ces choses. Et puis après, en fait, il l'accompagnait dans l'acquisition des connaissances, que ce soit métier ou technique. Parce que même quand on est développeur à Beneva, là, quand on est développeur pour des solutions d'assurance. Donc c'est important de connaître les systèmes, mais c'est important de connaître les services aussi qu'on fournit à nos clients. Donc on a des équipes justement avec beaucoup de liens avec les affaires, donc il fallait aussi que cette connaissance-là soit transmise. Et puis on a mis en place des séances de travail par pair, justement dans le cadre du parrainage. En fait, les parrains travaillaient directement en échange régulier. Là. D'abord, c'était le parrain qui était le développeur principal, là, on va dire. C'est pas que du développement, là. C'est pour ça que j'ai mis de travail par pair, parce que ça pouvait être de l'analyse, ça pouvait être du test, peu importe. Là. Mais pour un développeur, par exemple, ils travaillaient ensemble. D'abord, c'était le parrain qui faisait la majeure partie des choses, et puis il y avait un transfert qui était fait pour que ce soit le parrainé qui le fasse de plus en plus. Et puis, pour le fonctionnement du train, qui était super spécifique, là, on s'entend, en fait, c'était les facilitateurs agiles, les Scrum Masters, les Kanban Masters et le RTE qui prenaient en charge la formation des nouvelles recrues. Notamment, là, on parle de recrutement parce que les gens qui étaient à l'intérieur, ils connaissaient un petit peu comment ça se passait, etc. déjà. Donc, c'était pas nécessaire. Et puis, en fait, on a mis ça en place pour les nouvelles recrues, mais on a mis ça en place aussi pour, en fait, toutes les personnes qui voulaient apprendre une nouvelle chose, aller dans un nouveau groupe, travailler sur quelque chose de nouveau.
Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, on a eu assez rapidement de très très bons résultats. D'abord, il y a une confiance qui s'est mise en place, et la confiance, elle était bidirectionnelle. C'est-à-dire que déjà, de dire aux membres du train que la gouvernance n'allait pas aller contre la décision qui avait été prise, ben, ça a permis d'augmenter la confiance des membres vers la gouvernance. Dire ils ne vont pas nous imposer des trucs, on ne va pas se retrouver dans la même situation dans laquelle on était pendant l'intégration. Puis ce qui s'est passé, c'est que comme ils se sentaient responsabilisés, ben en fait, ils faisaient tout pour respecter leurs engagements. Et ça, ben, ça a donné de la confiance dans cette structure-là à la gouvernance. Parce que là, je peux vous assurer que le premier PI Planning, la RTE, la gestionnaire de projet, puis la directrice de livraison, elles n'emmenaient pas large, là. Dire, mais on est en train de planifier, mais est-ce qu'on va y arriver? Mais quand elles ont vu que finalement, ben, les gens s'engageaient et qu'ils étaient engagés dans leur travail et qu'ils essayaient, ils faisaient tout pour respecter leurs engagements, ben, ça a fait augmenter la confiance. Au niveau train, on a réussi à avoir une prédictibilité, donc on a pu monter des feuilles de route. C'était qu'au niveau train, mais ça suffisait. Parce qu'on savait dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, à peu près sur quoi on allait travailler. Donc on a pu mettre en place des feuilles de route qu'on faisait évoluer, et on a pu commencer à faire des plans. Ce qui s'est passé aussi, c'est que comme il n'y avait pas de membrane autour des équipes, ben en fait, on a vu se mettre en place une culture commune. C'est-à-dire que tout le monde partageait la même culture. Puis il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de disparité, puis il n'y avait pas de concurrence entre les équipes. Puisqu'il n'y avait pas d'équipe, c'était juste des groupes. Et les groupes étaient fluides. On s'est retrouvé avec un train apprenant aussi. On est passé d'un train qui était complètement fixe, où les gens ont fait exactement la même chose pendant 2 ans, à des gens qui découvraient des trucs à tous les PI. Le fait qu'on ait mis en place ce système d'onboarding qui était à la fin suffisamment performant pour que quelqu'un ait la possibilité de devenir productif en 48 heures, ben, ça a permis justement de dire, ok, ben, les gens avaient envie d'apprendre des nouvelles choses, et ils savaient que cette possibilité-là était favorisée. Donc là, on l'a vu, l'onboarding était intégré. Donc dès qu'il y avait une nouvelle recrue, ben, c'était super efficace en fait. Et puis, ben, les membres étaient satisfaits de manière générale, que ce soit au niveau de la gouvernance ou au niveau des équipes de réalisation, ben, tout le monde était super satisfait. Et puis on a eu une surprise. Au fil des PI, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de fluidité dans les groupes. Et il y a des noyaux durs qui se sont constitués. Puis à force de se faire appeler équipe 1, équipe 2, équipe 3, ils se sont retrouvés tannés, puisqu'ils travaillent toujours ensemble. Ils se sont donné des noms. On s'est retrouvés avec des équipes. Alors, il y avait toujours des échanges, c'était toujours fluide. C'est pas nous qu'on a tracé, c'est pas la gouvernance qui a tracé des traits au crayon, là. C'est eux, en fait, en fonction des affinités, ben, en fonction de comment ils étaient, comment ils travaillaient ensemble, ben, ils ont commencé à solidifier des noyaux durs. Et on s'est retrouvés avec des équipes. Ils se sont donné des noms. On était complètement abasourdis. Alors, je vais finir très très rapidement, parce que je vous avais promis que j'allais parler beaucoup, qu'il y avait du contenu. Avec les contreparties de tout ça, parce que vous avez vu, je vous ai peint un tableau tout rose, là, mais finalement, on a eu quand même des difficultés à mettre ça en place. Ben, la préparation des PI Planning était beaucoup plus compliquée, parce qu'il y avait des étapes supplémentaires, là, parce qu'il fallait former les équipes. Il fallait donner de l'intérêt aux fonctionnalités, il fallait que les équipes se forment. Il y a eu des rencontres spécifiques qui ont été mises en place uniquement pour ça. Le suivi de l'avancement était plus délicat aussi, parce qu'il y avait une partie des mesures qui étaient faites au niveau du train, une partie des suivis qui étaient faits au niveau du
au niveau des équipes, c'était un petit peu plus délicat. Il a fallu communiquer plus. Parce que justement, on avait moins de visibilité. En tout cas, au départ, la visibilité était plus basse. Donc il a fallu communiquer plus. Et en fait, là-dedans, dans cette résolution-là qui a été prise, ça a été prise par la majorité, mais il y a des gens aussi qui n'étaient pas d'accord sur le fait qu'on ne formait pas d'équipe, qui ne comprenaient pas. Puis il y a eu de l'incompréhension. Moi, tu sais, avec qui je travaille, qu'est-ce que je fais, avec quoi je dois faire. Il y a eu il a fallu beaucoup accompagner les gens autour de cette confusion-là. Et donc le sentiment d'appartenance au train a été retardé par rapport au fait où si on avait fait une grande activité de cohésion, où on avait formé des équipes, on leur avait permis de faire des armoiries, etc. Donc en conclusion de tout ça, le changement fait partie du quotidien. Arrêtons de lutter contre. Parce qu'à partir du moment où on arrête de lutter contre le changement, on peut en faire un outil. On peut en faire une force. Et on peut rendre le chêne aussi souple que le roseau. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Merci. Merci beaucoup. Donc j'ai vu des mains se lever. Oui. J'ai pas super bien compris le système de comptage, là, quand tu disais 2 points de vélocité, c'était pour. Je comprends pas la plus-value d'avoir fait ça. En fait, c'était la seule utilisation qu'on en avait, en fait, ça permettait de prévoir combien de points de vélocité chaque groupe allait avoir pour un PI. Donc on se disait, sur ce PI-là, ce groupe-là, il y a 15 personnes, il y a 2 points de vélocité par personne en moyenne dans le train. Ça veut dire que nous, en tant que groupe, on a une vélocité à peu près de 30 points. Ça veut dire que sur une itération, je ne vais pas essayer de me charger plus que 30 points. On avait mis en plus un système de contingence pour s'assurer que les gens ne se chargent pas 100% de travail. Donc sur 30 points, quand ils plaçaient leurs histoires dans le tableau, dans la planification d'équipe, en fait, ils s'assuraient de ne pas dépasser 25. Et ça leur permettait de s'assurer de ne pas se surengager et de ne pas se retrouver avec du travail en retard juste parce qu'ils en avaient pris trop sur eux. On l'ajustait en fait, oui, par rapport à l'historique, mais au niveau du train. Mais après, on ne faisait pas de mesures pour voir les différences. On ne s'en servait pas pour faire du suivi. Oui. Une dernière question? Quand on a commencé avec la gouvernance, il y avait un peu plus de 70 personnes. Donc c'était pas une équipe de 12 là, on avait une très très grosse équipe. Là, en fin de compte, la manière que ça a terminé, vous êtes arrivé avec des équipes. Ça va-tu devenir une nouvelle méthode pour former des équipes? Ça pourrait. Ça pourrait. Mais je suis là pour vous inspirer, moi, en fait, de manière générale. Je suis là pour vous montrer que, justement, quand on ne lutte pas contre le changement, ça peut devenir une force. Puis effectivement, les équipes se sont formées naturellement. C'est des structures organiques, tout à fait. C'est bon? Merci beaucoup. Merci infiniment.